Bonjour, nous sommes le dimanche 12 octobre 2025 et aujourd'hui on va se pencher sur une situation bon, malheureusement récurrente mais toujours aussi intense dans l'Est de la RDC. Oui, bonjour, c'est ça, une actualité brûlante, avec des combats, des tensions. On va essayer de décrypter un peu ce qui remonte du terrain. Exactement. L'idée c'est de faire le point vraiment avec des infos qui semblent venir de sources locales assez directes, non? Tout à fait. On a un compte-rendu assez détaillé qui couvre les événements récents. Ça concerne surtout les territoires de Massissi et Rutshuru, au nord Kivu, et puis aussi le sud Kivu, notamment du côté de Kabare et Walungu. D'accord. Et les acteurs pour qu'on soit clair dès le début? Alors, on a principalement d'un côté les rebelles du M23. Bon, leur soutien par les forces de défense rwandaises, les RDF, c'est quelque chose d'assez documenté maintenant. Oui. Et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle les patriotes Wazalendo. C'est en fait une nébuleuse de groupes d'autodéfense locaux. Ils sont plus ou moins coordonnés avec l'armée congolaise, les FARDC. D'accord, une situation complexe, comme souvent là-bas. Bon, alors allons-y. Commençons par le Nord Kivu, si vous voulez bien. Massissi, Rutshuru, c'est là que ça semble le plus tendu en ce moment, hein. Oui, tout à fait. Le territoire de Massissi, par exemple, les infos parlent d'affrontements vraiment intenses. Ça a commencé très tôt ce matin, Ah oui, à quelle heure? vers 1 heure du matin ce dimanche. C'était à Nikeri, dans la chefferie de Bachali. Un affrontement direct entre la coalition RDF M23 et puis des résistants Wazalendo. Et on sait quel groupe de Ouazalando précisément? Oui, d'après les sources, c'est le mouvement ANCDH. Il est dirigé par une figure locale, un général autoproclamé, Jean-Marie Bonanné. 1 heure du matin. Ça fait penser à une attaque planifiée, non? Les sources mentionnent un bilan lourd. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? On a des chiffres? Ben, bilan lourd, c'est souvent le terme utilisé quand on n'a pas encore de chiffres précis, mais que les échos du terrain indiquent beaucoup de victimes, combattants et civils malheureusement. D'accord. Pour l'instant, pas de confirmation chiffrée, mais ce qui ressort, c'est la violence de ces combats. Et apparemment, ça pourrait être une riposte. Une riposte. C'est-à-dire? Une riposte du M23 et des RDF à des actions que ces mêmes Ouazalendo auraient menées avant. C'est un peu le cycle infernal, action-réaction qu'on observe souvent. Et ça continuait au moment où le compte-rendu a été fait? Oui, les combats se poursuivaient. Donc le bilan risque encore de s'alourdir malheureusement. Et les civils dans tout ça? J'imagine que... Ah ben oui, comme toujours, ce sont eux les premières victimes. Les conséquences directes, c'est des déplacements massifs. Les gens fuient Nineri, les villages autour. Ils vont où? Ils essayent d'aller vers Loueti au Kosovo, des endroits qu'ils espèrent plus sûrs. Mais bon, la sécurité, c'est très relatif dans ces zones. Bien sûr. Et puis, le compte-rendu parle aussi de maisons incendiées. Ça s'est passé lors d'opérations militaires récentes dans le coin. Faut pas oublier que Massissi, c'est agricole avant tout. Toucher à ça, C'est toucher aux moyens de vivre des gens. C'est terrible. exactement. Ça peut aussi être une stratégie pour vider des zones, faciliter le contrôle. C'est dévastateur. Et est-ce qu'on voit la même chose à Rutshuru, le territoire voisin? Les sources en parlent aussi, je crois. Oui, oui. La situation est très similaire à Rutshuru. On signale des combats à Machango. C'est dans le groupement de Bumbo, chefferie de Butembo. Même configuration. M23 RDF contre Ouazalendo. C'est ça. Là, c'est un autre groupe Ouazalendo, le UCDP, lui aussi dirigé par un général autoproclamé, Dominique Naruutse. Et apparemment, toute la semaine dernière a été très agitée, de violents affrontements. Donc une pression militaire constante du M23 et de leurs alliés dans cette zone du Nord Kivu. Oui, ça semble être ça. Des combats quasi quotidiens. Et l'impact humain global alors pour le Nord Kivu? Qu'est-ce qui ressort de tout ça? C'est dramatique. Le mot-clé, c'est la fuite. Les gens partent, abandonnent tout, leur maison, leurs champs, souvent avec rien ou presque. Et les victimes civiles directes? Sur les positions Ouazalendo. Des non-combattants pris entre deux feux ou peut-être même visés. Mais sans chiffre précis, encore une fois. Non, pas de chiffre exact. C'est toujours très difficile d'avoir des informations vérifiées rapidement dans ce contexte. Mais ce qui est frappant, au-delà de l'horreur, c'est cette persistance, cette violence qui devient chronique, quoi. Une instabilité qui s'installe dans le quotidien. Voilà. Ça rend toute projection vers l'avenir extrêmement compliquée pour les populations. Et cette instabilité, elle semble déborder vers le sud Kivu, si j'en crois nos sources. On parle de combats qui continuent, qui s'intensifient même, du côté de Kabaré, c'est ça? À la limite avec Walungu? Exactement, les combats se poursuivent au sud Kivu, et oui, il y a une intensification signalée à la frontière entre Kabaré et Walungu.
Et pourquoi là, spécifiquement? Quelle est l'intention prêtée au M23 RDF? L'analyse des sources, c'est qu'ils cherchent à étendre leur zone d'influence vers le sud, peut-être pour ouvrir d'autres fronts ou contrôler des axes, accéder à des ressources. Cette poussée vers Walungu depuis Cabaret irait dans ce sens. Mais ça ne se fait pas sans résistance, j'imagine. Non, absolument pas. Il faut le souligner, hein. Les FARDC et les groupes Ouazalendo du coin, ils résistent. Ils repoussent des attaques, ils tiennent certaines positions. Ah d'accord. On a un exemple assez parlant, c'est le village de Tichadou. Il est pile sur cette ligne de front mouvante entre Cabaret et Walungu. Et qu'est-ce qui se passe à Tichadou? Eh bien, figurez-vous que des habitants qui avaient fui, ils commencent à revenir, progressivement depuis jeudi dernier. Ah bon? Mhm. Ils reviennent. Mais c'est un signe d'espoir, ça, ou c'est juste du désespoir? C'est sans doute un peu des deux. C'est l'épuisement de la vie de déplacé, j'imagine. Mais attention, hein, ils reviennent dans des conditions très difficiles. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils retrouvent? Un environnement dévasté, des maisons abîmées, des commerces pillés, et surtout, et là ça devient vraiment critique, les infrastructures de base. Les infrastructures sanitaires, notamment. Oui, voilà, c'est ça qui est très préoccupant. Les sources décrivent une situation sanitaire catastrophique. Racontez-nous un peu. À Tichadou, par exemple, le centre de santé local a été pillé. Systématiquement. Les lits, le petit matériel chirurgical, les médicaments, quasiment tout a disparu. Mais c'est terrible. Comment font les gens? Mais justement, ils ne le font pas. Le centre de santé peine à fonctionner, à accueillir les malades. L'accès aux soins les plus basiques est compromis. Pour les femmes enceintes, les enfants? Exactement. Les femmes enceintes, les enfants avec la diarrhée, la malnutrition, les personnes qui souffrent d'anémie, pour eux, trouver des médicaments, c'est devenu... les acteurs locaux parlent de luxe. C'est dire. Un luxe? C'est une crise sanitaire qui s'ajoute au reste. Tout à fait. Une crise silencieuse, mais bien réelle. Et d'ailleurs, la société civile locale a lancé un appel. Un appel à l'aide? Oui, un appel urgent aux organisations humanitaires. Ils supplient pour une intervention rapide, pour aider ces populations qui sont vraiment très vulnérables. Et les pillages, vous en parliez, ça a continué récemment? Oui, c'est un autre aspect sombre. Les combats du week-end dernier entre FARDC et RDF 23, ils se sont accompagnés de pillages, vraiment méthodiques d'après les sources. Où ça? Dans plusieurs villages de Cabaret près de Walungu. Tichadou est cité, mais aussi Toué, Minguerera, Louvou, Ikambi, Lugano, Luago. Ça suggère une volonté de terroriser, de priver les gens de tout. C'est un tableau très noir pour cette zone de cabaret. Est-ce qu'il y a quand même des endroits où c'est un peu différent? Plus calme, peut-être? Oui, il faut nuancer. Les sources le font aussi. Ce dimanche même, par exemple, un calme relatif était signalé à Zibira. Zibira, c'est où ça? C'est dans le territoire de Walungu, mais pas loin de Cabaret. Et là, apparemment, les FARDC et les Ouazalendo tiennent bon. Ils auraient bloqué l'avancée du M23 dans ce secteur précis. D'accord. Et plus au sud? Sous contrôle de l'armée et des Ouazalendo locaux. Donc, ce n'est pas monolithique. Le terrain est contesté. Ça fluctue. Ces nuances sont importantes, bien sûr. Mais l'image générale reste celle d'une violence intense, persistante, sur plusieurs fronts. Et c'est là qu'on arrive à ce paradoxe assez frappant, non? Entre cette réalité sur le terrain et puis... La diplomatie. Exactement. C'est ça qui est saisissant quand on prend un peu de recul. Tous ces combats, ces drames humains qu'on vient de décrire, ça se passe alors que, en théorie, il y a des cadres de discussion, il y a des accords qui ont été signés. Comme l'accord de Washington. Oui, par exemple. L'accord de Washington entre la RDC et le Rwanda est souvent mentionné comme une sorte de référence diplomatique en arrière-plan. Et il y a eu du nouveau sur ce front diplomatique, justement, très récemment. Oui, vendredi dernier, les États-Unis ont fait une déclaration. Ils ont salué l'appel de Kinshasa aux combattants des FDLR. Les FDLR, ces rebelles rwandais présents au Congo depuis longtemps. C'est ça. Kigali les cite souvent comme une menace pour justifier ses interventions. Donc, Kinshasa leur a demandé de déposer les armes et Washington a dit que c'était une étape décisive pour l'accord de paix de Washington. Une étape décisive. Oui. Donc, au niveau diplomatique international, il y a une lecture plutôt optimiste, on va dire. Mais quand on entend ce qui se passe à Massissi, à Rutshuru, à Cabaret, ce mot décisive, il sonne un peu, comment dire, déconnecté. Ben voilà, c'est exactement ça, la dissonance. C'est le fossé énorme entre le discours diplomatique et la réalité du terrain. D'un côté, on a des communiqués positifs, des espoirs de paix, Et de l'autre? et de l'autre, la réalité brutale. Les combats qui font rage, qui s'intensifient même par endroits, les déplacements, la détresse. Ça pose une vraie question sur l'impact réel de ces processus diplomatiques.
Est-ce qu'ils sont vraiment connectés à ce qui se passe au sol? Ou est-ce qu'ils fonctionnent dans une sphère parallèle? C'est un peu ça. Sur des temporalités différentes, peut-être avec des objectifs, pas toujours alignés sur l'urgence humanitaire immédiate. Et cette déconnexion, elle est d'autant plus forte qu'on parle de nouvelles discussions possibles, alors que les anciens accords ne sont pas respectés. Tout à fait. Les sources évoquent la possibilité que les pourparlers reprennent à Doha, au Qatar. Peut-être même cette semaine. Entre qui et qui? Entre Kinshasa et le M23 et ses alliés. Mais en même temps, ces mêmes groupes armés continuent leurs attaques. Ils violent ouvertement les engagements qu'ils ont pris avant, y compris le cessez-le-feu négocié à Doha, justement. Ah oui, c'est vrai. Donc on a l'impression que certains acteurs peuvent négocier d'une main et combattre de l'autre. Ça interroge sur la sincérité, ou en tout cas sur l'efficacité des mécanismes de suivi. Difficile d'être très optimiste dans ces conditions. Bon, si on essaye de résumer ce que nous apprend ce compte-rendu pour ce dimanche 12 octobre 2025. L'Est de la RDC, c'est toujours une poudrière. Oui, une situation sécuritaire extrêmement volatile. Des combats violents, surtout à au Nord Kivu, à Masisi, Rutshuru, qui provoquent encore et toujours des déplacements massifs. Avec un impact humanitaire terrible, comme on l'a vu au Sud Kivu, dans le Cabaret, crise sanitaire, pillage. C'est ça, et tout ça sur fond sous contraste permanent et assez saisissant. D'un côté, une diplomatie qui continue, des annonces, des discussions, et de l'autre, une réalité militaire sur le terrain qui ne faiblit pas, voire s'aggrave, en défiant les accords passés. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? La question qui reste ouverte, je crois, c'est celle de la dynamique réelle entre ces deux plans. La violence au sol, quotidienne, vécue par les gens, et puis ces discussions, souvent très loin, dans des capitales étrangères. Oui, qu'est-ce que ce décalage nous dit? Quels sont les vrais blocages pour arriver à une accalmie? Et surtout, quel chemin peut vraiment mener à une paix tangible, durable, pour les habitants de cette région, une région qui souffre depuis bien trop longtemps.